Je salue ceux d'entre vous que je connais, et également ceux dont je fais la connaissance. Si vous voulez, dans la discussion que dans les discussions que nous avons eues, Alain Berthaud, Marini et moi-même, sur, j'allais dire le séminaire, mais en fin de compte sur tenter d'avoir une approche de la situation contemporaine, se heurte à quelles exigences. Je vais essayer de vous dire quelques mots là-dessus. Et il y avait une deuxième contrainte que si vous voulez, qui m'intéresse réellement, à savoir, il s'agit de parler de la politique aujourd'hui, des lexiques contemporains de la politique, mais dans un lieu universitaire. Et donc, ce qui exige quoi? Pas du tout parler de la politique d'un autre lieu que celui de la politique. Personnellement, je prends mes distances de façon tout à fait formelle sur le fait que parler de la politique, ça serait à partir de l'histoire, ou ça serait à partir de l'économie, ou ça serait, voire même à partir de l'anthropologie, et encore moins à partir de la philosophie. Donc, je fais ces précisions pour dire que nous sommes dans un cadre académique, mais les disciplines académiques ne peuvent pas être le support d'accès à la question de la politique contemporaine dans le cadre d'une investigation menée au titre de la politique. Donc il faut rester dans le champ de la politique pensée à partir d'elle-même, et cependant tenir compte qu'on est non pas dans un lieu politique à proprement parler, dans une réunion de gens qui voudraient confronter leur point de vue politiquement parlant ou les associés politiquement parlant, mais qu'on est dans un lieu universitaire. Et donc, l'exigence universitaire qui me semblait possible et en même temps forte, c'était d'exiger de chacun, dans la mesure du possible, de chacun des intervenants, d'expliciter son approche problématique de la politique. Et pas simplement ses conclusions, pas simplement ses engagements, pas simplement ses expériences. C'est-à-dire d'assumer que la politique relève de ce que depuis longtemps j'ai proposé d'appeler une intellectualité, c'est-à-dire c'est une pensée propre, singulière, et d'assumer que chacun en parle de l'intérieur de son intellectualité singulière, de l'intérieur de ses choix, de l'intérieur de ses décisions, de l'intérieur de ses expériences, de l'intérieur de ce qu'il engage, de l'intérieur de ce qu'il combat, etc., etc. Voilà. C'est particulier. Si on y arrive, c'est bien. Si on y arrive, c'est bien parce que ce sera un exemple, qu'il peut y avoir débat sur la question de la politique contemporaine, sans avoir le recours d'une discipline extérieure, d'une discipline académique, sans tomber non plus dans les sciences politiques, et avec un travail d'investigation intellectuelle qui se fait sur une caractéristique de la politique, c'est-à-dire que quand j'en parle, ou quand j'écoute quelqu'un qui m'en parle, quel est l'espace problématique, l'espace d'intellectualité qui est le sien, et qui est singulier, qui lui est propre, à partir duquel il en parle. Donc il y a un effort sur la question de l'intellectualité, mais sur la question, je vais longuement l'aborder, si vous voulez, à la fois du fait qu'il y a un multiple des intellectualités,
et que chacun l'affronte à partir d'une position singulière quant à son intellectualité. Donc il y a cette situation très, très tendue et très, à mon avis très intéressante du fait que chacun aborde à partir de son espace d'intellectualité propre un multiple hétérogène des intellectualités de la politique. C'est-à-dire les autres intellectualités sont dans un rapport d'hétérogénie. Puisque chaque point de vue est singulier, les autres points de vue sont hétérogènes. Voilà, alors j'ai préparé un texte en un certain nombre de points que je vais numéroter. Voilà. Et vous allez les énoncer sous forme de numéros. Alors le point 1, il n'y a pas aujourd'hui, je parle de la situation française, de lexique politique référentiel commun. Et par lexique politique, nous le prenons, je pense, dans un sens très ouvert. Ça porte sur des mots et des expressions à l'œuvre dans les propos, les positions et les programmes qui s'affichent comme politiques. Bon, soyons pragmatiques. Il n'y a pas de lexique politique référentiel, et ce qu'il y a, de façon indiscutable, me semble-t-il, c'est une pluralité de lexiques où on peut repérer des groupes, des nuages différents, des proximités, des éloignements. Et je vais un peu en citer quelques-uns pour bien installer cette pluralité hétérogène. Il y a par exemple un groupe qui se réfère à une terminologie marxiste, avec les mots comme classe, comme antagonisme, contradiction capital-travail, une importance accordée aux rapports sociaux de production dans l'espace sociétal, la question de la propriété. Il y a une autre famille que j'appellerais démocratique dans la tradition française. Un peu la tradition de la SFIO, avec les mots république, citoyen, citoyenneté, démocratie, état de droit, suffrage universel. Il y a ce type de famille, mais j'en ai cité que deux. Il y a des lexiques tout à fait différents liés à des événements, tout autre chose. Sur mai 68, la mort de Rémi Fraisse, à l'époque on avait travaillé là-dessus, sur ce qui se disait. Les attentats, Nuit debout, plus récemment l'affaire Théo ou l'affaire Adama, cette dernière que j'ai suivie attentivement. Il y a un autre registre de lexique, tout autre, mais qui peut emprunter aussi à ce qui précède, c'est le lexique des organisations. Le lexique du Parti communiste français, aujourd'hui, le lexique du Comité invisible, le système des mots, des expressions, celui de la France en marche, mais tout autant, et ce ne sont pas les mêmes, la CGT, syndicat, FO, syndicat, ou le MEDEF ont des lexiques propres. Bien évidemment, il y a un lexique des personnes. Je pense des personnes, des personnages politiques. Je pense au lexique de Gaulle. Je pense au lexique de Churchill aussi, très, très fort et très présent dans ses mémoires, dans la longue publication de ses mémoires. Sans parler de Obama ou le président chinois actuel, ou Poutine, etc. Et il y a aussi le lexique des gens,
public qu'il faut aller chercher, si j'ose dire, si on veut le connaître. Et du temps où il existait à Paris 8 une maîtrise sur les banlieues, la formation à la connaissance des banlieues, Alain et moi, dont nous étions partie prenante, chaque année on faisait une enquête, justement, en réalité, sur ce que pensaient les gens, mais sur le lexique des gens. Et je voulais vous donner comme exemple l'année où on avait fait une enquête dont la première question, c'était, pour vous, le mot pauvre, la pauvreté. Et il y avait bien un lexique des gens, puisqu'il était sorti de façon extrêmement massive le fait que pauvre, c'est un mot un peu vieux, mais que si on voulait y répondre aujourd'hui, quelqu'un de pauvre, c'est quelqu'un qui n'avait pas de maison où dormir. J'appelle ça aussi, je dirais, voilà, un lexique des gens sur ce mot-là. Il est certain que si vous interrogez un statisticien de l'INED sur la question de la pauvreté, ce n'est pas la réponse que vous aurez, et pour cause, et sa réponse sera tout à fait pertinente, mais spécifiée à son univers d'accès et d'enjeux sur ces questions-là. Donc il existe aussi un lexique des gens. Alors, dont acte, c'est la situation. Point 2. Chaque lexique se présente comme assignant sa politique, qu'il affirme être la bonne ou qu'il conseille, un certain nombre de propos, de propositions et de principes qui lui sont propres. On peut donc dire qu'à la pluralité des lexiques correspond une pluralité des politiques proposées. Je dirais donc qu'à l'endroit de la situation en France aujourd'hui, il y a une multiplicité de politiques. Adossée à ce fait qu'il y a une multiplicité de lexiques. J'insiste sur le point qui vient, à savoir que dire cela, qu'il y a une multiplicité de politiques, est déjà une formalisation. Une procédure d'abstraction, je dirais une procédure d'intellectualité. La réalité empirique est celle du vrac. À une période, j'aimais bien le mot tas. L'effet se donne en tas. Tas de pommes de terre, tas de pierres, tas de cailloux. Disons en vrac. Et si on faisait une enquête avec comme question quel groupe ou organisation ou parti politique pouvez-vous citer, donc auprès des gens, je pense qu'on aurait un éventail très large allant de 0 peut-être, réponse. Les gens sont tellement loin qu'ils... A, N, ensemble de groupes parlementaires de l'extrême gauche à l'extrême droite, etc., etc. Donc, on passe du vrac, ce que j'appelle vrac, c'est liste aléatoire dans un ordre non moins aléatoire, des lexiques, donc des intellectualités, des lexiques, à quelque chose qui n'est même plus une liste, bien qu'elle ne soit pas abolie. C'est-à-dire, quand vous dites il y a une pluralité de politiques, on n'est plus dans l'espace de la liste des lexiques, ni la liste des organisations qui portent ces lexiques. Donc, proposition, il y a une multiplicité de politiques, ce qui peut se dire la politique est de l'ordre du multiple. La situation de la politique est celle d'un ordre du multiple. Et comme chaque politique se présente comme singulière, on a affaire à un multiple de propositions singulières à propos du mot politique. Ainsi s'établit un point très important, à savoir que politique
est un mot polysémique. Point 3. Mot polysémique. Dans mes termes, cela veut dire c'est un mot dont l'intellectualité est ouverte, non stable, version positive, errante et obscure, version réaliste. Politique, vous savez, dans la pratique, quand le mot est prononcé, on vous répond, vous entendez quoi par là, il s'agit de quoi pour vous? C'est ce que j'ai nommé un mot problématique, un mot dont ce qu'il convoque, ce qu'il mobilise, ce dont il s'inspire dans un usage donné doit être spécifié pour que l'on comprenne ce que l'autre a en tête. Quelle est son intellectualité? En un mot, ce qu'il pense. Intellectualité, pensée, la question de la pensée des gens est chez moi une proposition positive, constitutive, avec l'énoncé que j'ai toujours soutenu, les gens pensent. Et donc, à propos de l'intellectualité de la politique, spécifier un dispositif d'idées propres, c'est mettre fin à la polysémie, ce que j'appelle suspendre la polysémie, et c'est ce point précisément que j'assigne au mot pensée. Il y a une opération de pensée quand, sur un mot polysémique, il y a des propositions constituées pour spécifier, pour assigner le mot à des propositions singulières, à un contenu singulier qui mettent fin à la polysémie. C'est une opération, je me répète, de spécification qui met fin à la polysémie du mot dans une assignation singulière. Alors, c'est pas pour rien que j'insistais sur le fait qu'on avait une multiplicité hétérogène. Et que donc, toute position de spécification du mot politique, pour celui qui parlait, suspendait la polysémie, disait voilà moi comment j'entends le mot, ce à quoi il ouvre, ce à quoi il engage, mais pour autant, ça ne résout pas la polysémie, ça ne résout pas le fait que la situation est celle d'un multiple hétérogène, et ça indique, et ça c'est lié à la méthode du séminaire, et ça indique que la multiplicité hétérogène sera lue, sera dite éventuellement, sera affrontée, à partir de la singularité de la suspension, et des énoncés de la suspension. C'est-à-dire que la situation des multiplicités hétérogènes du politique sera toujours dite à partir d'une singularité problématique, d'une intellectualité propre. Même si dans le langage courant, je vais dire, ou vous allez dire, ah ben la situation, je la vois comme ça. Ou voilà ce que je pense des dernières élections, voilà ce que je pense de ceci, voilà ce que je pense de cela, etc. Alors, ça aura ce point-là a des conséquences, je les indique brièvement là. C'est toute suspension de la polysémie est singulière, c'est-à-dire toute proposition, prise de position sur la politique est singulière. L'élucidation de ce singulier
par exemple, la vision de Macron ou la vision de comité invisible, etc. L'identification d'une intellectualité singulière ne conduit pas à des, comment dire, à des propositions, ne permet pas d'aboutir à des propositions générales sur la situation. Le singulier, l'élucidation du singulier dans cette problématique ne produit pas du général sur la situation. Produire du général sur la situation, ça serait résoudre l'hétérogène de la polysémie. Je vous le dis de façon très très contractée. Ce que les investigations peuvent produire, c'est, en élucidant un certain nombre de singularités, le discours de Macron, le discours de Mélenchon, le discours du comité invisible, la position des uns et des autres, ici présente, ça sera au mieux à voir comment, dans un certain nombre d'intellectualités, de problématiques de la politique, travaillent des questions identiques, même si les réponses à ce questionnement sont tout à fait différentes. C'est-à-dire, au mieux, on arrivera à identifier quelques questions qui caractériseront, à mon avis, la situation contemporaine, auxquelles toute politique est confrontée. Et face à quoi elle se trouve amenée à proposer un dispositif de réponse, un dispositif de faire face, etc. Quatre. Penser, c'est suspendre la polysémie d'un mot problématique, je vous l'ai dit. Un mot problématique, c'est-à-dire le mot politique, le mot conscience, le mot temps, le mot... etc. Nous en sommes là. Plus exactement, j'en suis là. Donc, suspendre la polysémie d'un mot problématique, c'est-à-dire où on a une multiplicité hétérogène d'assignation. Et là, il y a une nouvelle complication, que vous connaissez bien, je pense, en ce que sur la question de la suspension de la polysémie, il y a toute une série de propositions différentes et qui ne sont pas homogènes, elles non plus. Les propositions sur la suspension de la polysémie sont jointives, et l'affaire est grave, de cette question, qu'est-ce que l'on va dire sur la nature de ce qu'on appelle la pensée? Sur qu'est-ce que penser? Je vais essayer de vous montrer qu'entre ce que l'on choisit comme méthode pour suspendre la polysémie est complètement jointif, voire inséparable, du contenu qu'on donne au mot penser, à l'infinitif, à l'activité de pensée. Il y a un multiple de propositions sur ce qui s'appelle penser. Et il y a un multiple hétérogène. C'est-à-dire que si vous choisissez A, ça exclut B. Alors, quelquefois, il peut y avoir des petits points communs entre. Proposition contradictoire s'excluant, critique et polémique au bon sens du terme, c'est-à-dire que si on choisit l'une, elle exclut les autres, etc. Il faut choisir, se décider, car il faut savoir. 5. Dans les faits, quand on est sur la question de la suspension de la polysémie, la décision qui s'impose d'emblée porte sur la question de la science, de la scientificité de la science,
emblème et bouclier de ceux qui savent, j'ose à peine le dire ici, emblème des savoirs et des institutions, des académies, universités en tête. Cela peut se dire ainsi. Est-ce que c'est la méthode scientifique qui permet de suspendre la polysémie de pensée, et elle seule? Parce que bien évidemment, je n'ai aucun doute sur le fait que la méthode scientifique permet de suspendre la polysémie. Voilà. Ça produit des champs de connaissances, des champs de savoir, et ça va continuer. Mais le point porte sur elle seule. Elle en a le monopole ou pas. Et pour beaucoup, l'opération et l'opérateur de la suspension, ça c'est un volet, je dis pour beaucoup, c'est la définition. C'est la définition du mot. Et sous cette condition, peut apparaître en opposition avec le lexique vulgaire courant, spontané, un lexique de la scientificité. Alors la grande figure de cette école est bien sûr Durkheim et son texte fondateur, les règles de la méthode sociologique. Je ne vous apprends rien. Et il veut fonder la science sociologique sur le modèle de la physique. Donc il va procéder par définition, singulièrement du fait social, ce qui s'impose aux individus de l'extérieur d'eux-mêmes. Et dont nous savons que pour lui, le substrat, le social, la société est le porteur et l'agent. Donc toute l'école positiviste française de sociologie et d'anthropologie est fondée sur cette idée que la définition scientifique, qui va créer un lexique scientifique propre, et l'opération majeure du savoir et de la science, et de la connaissance et du rêve. C'est-à-dire que le savoir scientifique et le savoir du rêve, et que si on n'est pas dans l'espace du savoir scientifique, on est dans l'espace des prénotions, dit Durkheim, de l'idéologie, dira-t-on plus tard, des opinions, mais des opinions fausses. Alors, j'ai toujours été marqué par le fait que, quasiment de façon contemporaine à l'école positiviste française, il y avait une école allemande qui disait le contraire. Avec Max Weber, et avec la sociologie compréhensive et historique, qui se réclame également de la science, mais pas de la définition. Et qui, contrairement à Durkheim, entend juxtaposer dans la même démarche l'analyse de faits objectifs et l'analyse de formes de conscience et de représentation, comme Weber le fait dans son analyse de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Donc, chemin faisant, chez ceux qui se réclament de la science, il y a aussi une multiplicité hétérogène, par exemple, entre le positivisme français et la méthode compréhensive historique de la sociologie weberienne. Et ceci n'a pas cessé. Entre Malinowski et Mauss, ce sont deux visions différentes de l'anthropologie. Entre Claude Lévi-Strauss et Edmund Lynch, ce sont deux visions différentes du structuralisme. Chacun proposant, en fait, son intellectualité propre et sa propre démarche scientifique.
La question majeure à mes yeux, a été de mettre fin au monopole souvent affirmé par les tenants de la science et par les tenants des institutions académiques et de la science, qu'il n'y a d'intellectualité, qu'il n'y a de pensée, qu'il n'y a de suspension de la polysémie que dans le champ de la science. Ailleurs, pas de salut. Quelles en sont les conséquences? Cela revient à soutenir, si en dehors de la science, pas de salut, ça revient à soutenir si vous n'êtes pas savant. C'est-à-dire sachant. Un savant, c'est un sachant. C'est-à-dire estampillé et diplômé en tant que tel, vous n'êtes pas en mesure de penser, vous ne pensez pas. Au pire, au mieux, vous pensez faux. Vous êtes dans les prénotions, dans l'idéologie, dans le faux des apparences. Ma proposition, les gens pensent, prenait et prend l'absolu contre-pied de cette position. D'ailleurs, vous me direz voilà. C'est une conviction, c'est une décision, c'est un choix. Cette position n'est pas recevable. Cette position du fait que seul le champ de la science et le champ de la pensée. Donc j'ai toujours pris le contre-pied, à la condition d'établir de façon indiscutable que de la part des gens, là on peut les repérer comme les non-savants, mais aussi vous et moi sur des domaines où on n'est pas savants. Ils sont très nombreux. Il y a très peu de questions sur lesquelles j'ai le sentiment d'avoir... Enfin, il y a quelques questions, il y a quelques registres, mais sur beaucoup d'autres, j'écoute, j'apprends. À condition que de la part des gens, il y ait d'authentiques opérations de suspension de la polysémie, d'authentiques opérations de pensée, donc, puisque penser c'est suspendre la polysémie, qui ne relèveraient pas du dispositif de suspension de la polysémie de la science. C'est-à-dire qu'il y aurait un multiple hétérogène des pensées, mais plus techniquement parlant, des opérations par laquelle la pensée suspend la polysémie des mots problématiques. C'était ça mon hypothèse de travail, mon hypothèse de recherche. Et j'ai cherché à l'établir par un opiniâtre travail de terrain, par des enquêtes auprès des gens sur leurs mots et leurs intellectualités. Les propositions que les gens faisaient portées par leurs mots. C'est ce travail d'enquête auprès des gens que j'ai mené de façon continue depuis les années 68. Depuis là. Sur la question des mots en tant que tels, un peu plus tard, cette première grande enquête auprès des ouvriers des chaînes de Renaud-Biancourt à l'époque, dans l'île Séguin. Enquête sur ce que les ouvriers disaient du mot ouvrier. C'est un dispositif qui m'a tenu pendant plusieurs décennies. Et avec cette proposition que était une espèce de point d'appui majeur, à savoir un ouvrier des chaînes de montage, moteur,
Il m'a dit, à la question comment est-ce qu'on vous appelle, il dit, dans l'usine on m'appelle ouvrier immigré, parce que c'est la même chose ici. À l'extérieur on m'appelle immigré, parce qu'ils ont oublié que j'étais ouvrier. Et donc ça c'était une proposition décisive sur de quoi émigrer, est-il l'oubli, est-il le déni. Donc, le premier mot sur lequel je me suis investi, c'est le mot ouvrier, ouvrier-usine. Il y a mon ouvrier, des enquêtes en France, des enquêtes en Chine, en 89, des enquêtes dans les pays de l'Est, au moment de la chute du socialisme, dans les aciéries, dans les fonderies, dans les laminoirs, en Allemagne de l'Est, en Pologne, en Tchécoslovaquie. Et ensuite, j'ai suivi, il y a eu un autre registre de travail d'enquête sur le mot ouvrier, dans les foyers des ouvriers étrangers en France. Sonacatra, AFTA, MADEF, etc. Dans le travail de compagnonnage avec les ouvriers sans papier pour mobiliser pour leur régularisation. Et là aussi sur sans papier, c'est pas leur nom. C'est pas le réel, c'est ouvrier. Immigré, c'est pas leur nom, c'est ouvrier ici, etc. Donc, je suis ouvrier, et il y a eu un deuxième registre d'enquête auquel Alain était souvent associé, ensemble sur le thème des banlieues, puisqu'on a créé dans les années 96, je crois, une maîtrise de sciences et techniques. 94 sur les banlieues, dont l'adossement problématique de recherche et en même temps de conviction était, à l'époque, ce qui était nommé crise des banlieues, à la fois par les institutions académiques, par les sociologues, etc., et par les journalistes, était en réalité une crise de l'État. C'est-à-dire ce qui se passait, ce qui se donnait à voir dans les banlieues à l'époque, c'était pas le fait des gens, comme on l'incriminait, c'était pas le fait de la population, c'était pas le fait du bâti, parce que le dispositif c'était crise des banlieues égale tour ou bar et population d'origine étrangère immédiate ou première génération, etc. C'était une crise, c'était là où s'annonçait, se déployait la crise de l'État. Et entre guillemets, le lieu d'émergence et de modernité, mais dans la forme de la crise, dans la forme de la crise des structures anciennes de l'État, sur l'école, sur l'espace public, sur les rapports entre la police et les gens, sur la ville, sur qu'est-ce que c'est qu'une ville, qu'est-ce que c'est qu'une rue, qu'est-ce que c'est que les gens dans la ville et dans la rue, etc. Sur ce qu'on appelait lui. Et donc là, on a beaucoup travaillé dans les banlieues ici, au Brésil, au Sénégal, à la Grande Borne aussi, je travaille toujours à la Camargue. Bon, donc, cette proposition soumise à l'enquête, et les enquêtes, il faut les faire. Voilà. Et je rappelle qu'à mes yeux, le métier d'anthropologue est un métier d'enquête. Vous savez, j'aime beaucoup la notion de métier, c'est le sous-titre de ce magnifique texte de Marc Bloch, Apologie pour l'histoire, ou le métier d'historien. Qu'est-ce que c'est que notre métier? Le métier d'enquête avec l'enquête comme catégorie de connaissance. L'enquête comme catégorie de connaissance. Et ça, c'est très important, si vous voulez, que ça soit
si vous voulez, qu'on soit plié à cette règle que notre catégorie de connaissances, c'est l'enquête. On n'est pas les seuls. Les historiens revendiquent cette catégorie, à très juste titre, que ce soit Mark Bloch ou Moses Finlay. Mais, par exemple, la philosophie n'est pas une discipline d'enquête. L'enquête n'est pas une catégorie de connaissances dans la philosophie. La philosophie, elle connaît autrement. Absolument autrement. Et elle ne fait pas d'enquête. Et sur la question de la politique, je soutiendrai brièvement sur la fin qu'il faut laisser la philosophie là où elle est. Et si on veut réfléchir sur la politique, c'est en interrogeant la politique qu'on trouvera la réponse, peut-être, à ce qui nous meut dans cette interrogation. C'est pour ça que la question de l'hétérogène, elle est vraiment très, très, très importante. À mes yeux, méthodologiquement et dans la rigueur des choses. Alors, pour arriver sur un registre, si vous voulez, plus personnel, ça c'est le point 7. Sur quelques mots de mon lexique personnel, voilà, et sur un peu l'histoire de, enfin pas l'itinéraire que j'ai eu sur ce lexique. En réalité, c'est, et qui conduirait au contemporain, parce que malgré tout c'est la chute qui est visée. J'ai deux mots. J'ai le mot ouvrier et le mot État. Alors, sur le mot ouvrier, que j'ai d'une certaine façon poursuivi, mais avec comme règle que j'allais demander aux ouvriers ce qu'il en était du mot ouvrier, non pas du tout qu'ils aient le monopole si vous voulez, qu'ils aient le monopole de l'usage du mot, ce serait absurde, mais j'étais convaincu qu'il n'était pas sérieux de parler du mot ouvrier, de la question de la classe ouvrière, de la puissance ouvrière, etc., sans avoir des éléments sérieux sur ce que les ouvriers en question disaient du mot. Je vous ai dit que je suis parti faire des enquêtes en Chine, c'était en 89, donc avant les événements Tiananmen, quelques mois avant, j'étais à Canton. Et c'était un moment où on introduisait le salaire aux pièces dans les usines d'État. Donc il y avait un bouleversement majeur, et qu'est-ce que c'était qu'ouvrier avant, qu'est-ce que c'était qu'ouvrier maintenant, qu'est-ce qui était glorieux, qu'est-ce qui ne l'était plus, quelle était l'organisation du travail, qu'est-ce que c'était qu'introduire le salaire aux pièces et la richesse, gagner plus comme principe, etc., etc. Et donc ce mot, je l'ai et au milieu des années 80, je suis arrivé à la conviction que ce que j'appelle le classisme, c'est-à-dire un rapport à la politique et un rapport à la situation réelle où les ouvriers seraient constitutifs d'un groupe, d'un ensemble que Marx avait proposé d'appeler la classe, enfin, au sens marxiste de la classe, que le classisme était clos. Que c'était une période historique, une séquence historique, et que cette séquence était close. Et qu'en réalité, elle était close depuis pas mal de temps, bien avant 68. Mais que dans tous les cas, peu importe, la question de l'organigramme historique de la clôture est une question importante, mais ce n'est pas le point.
c'était que dans les années 80, c'était clos. C'est très important. Et que donc il fallait passer à la période suivante. Qu'il y a des séquences historiques, qu'il y a des séquences séquences politiques, des séquences de subjectivité, des séquences repérables par leur lexique, mais qui sont des séquences de conviction, de forme de conscience, de pratique, de situation, de mobilisation, de comprendre ce que vous voulez, et que on était dans la clôture. Aujourd'hui, sur cette question de la clôture du classisme, il y a pas mal de gens qui sont de cet avis. C'est-à-dire on ne peut plus parler du mouvement ouvrier, de la puissance ouvrière. La chute de l'URSS est venue de façon renforcer ça pour certains. Mais il y a une question d'investigation, de méthode et d'intellectualité que je veux vous signaler, dont on ne peut pas se débarrasser, qui vous court après, même si on pense qu'on l'a réglé, qui est, que je formule ainsi, d'où se prononce la clôture et qu'est-ce qui vient à être clos dans la clôture. Vous dites, ouais, bon, le classisme, d'accord. Alors, supposons que vous me l'accordiez, ce qui n'est pas du tout acquis. Je sais que certains d'entre vous, je ne sais pas s'ils sont là ou pas, sont très... Qu'est-ce qui est clos? Et là, je vous proposerai, on arrive au thème du séminaire, je vous proposerai cette règle de méthode. Ce qui est clos dans la clôture, quand on énonce quelque chose qui se prononce en regard d'aujourd'hui, du maintenant, de l'ayant lieu. C'est-à-dire, c'est de l'ayant lieu, du contemporain, que se prononce dans sa rupture avec l'ayant eu lieu, c'est mes termes, que se prononce le contenu, ou que se prononce et se reprononce autrement, ce travail, la question. La question porte bien sur les ruptures de temporalité propre, de séquence, mais si la séquence est close, c'est nécessairement un pied dans la séquence suivante, même si la tête est encore un peu ailleurs, que s'énonce ce qui a été clos. Pour vous donner, c'est pas quelques repères, quelques exemples là-dessus que je prends dans mon expérience personnelle. Par exemple, à partir de après 68, ma conviction a été relativement rapidement que la question dite du parti politique, il faut faire un nouveau parti, le Parti communiste, on l'avait vu en 68, les autres, etc. Question de l'organisation du parti, etc., qui était classiquement présentée comme le noyau même de la décision politique et de l'engagement politique, que cette question-là était que les enjeux n'étaient plus ténors. Voilà. Et du reste, il y a une multiplication de formes, de comités, de groupes, d'associations, d'assemblées, etc. Voilà, et que c'était la vision léniniste du parti était over. Ça relevait d'une autre temporalité. Ça ne peut pas du tout. Et quand je dis ça, si vous voulez, ce n'est pas un jugement rétrospectif sur ce qui s'est passé antérieurement. Parce que quand on est dans une problématique des séquences, ce qui était important, c'est ce qui se passe pendant la séquence. C'est-à-dire, si vous dites que la séquence est close, ça ne veut pas dire que vous portez un jugement de fond sur elle sort de l'histoire, ou elle n'a plus que... et encore moins, je n'ai plus rien à en apprendre, ou ça ne compte plus, etc. etc. C'est tout à fait essentiel. Mais on n'est plus dans ce temps-là. Francis Bacon a une admiration sans borne pour Velázquez, ils ne sont pas du même temps. Et
Et donc, et pourtant, donc c'est pas du tout un regard sur le négatif a priori. C'est pas parce que c'est clos que c'est. Donc cette question du pied dans l'ayant lieu, de la nomination de ce qui vient être Claude n'est pas sans rapport avec ce que j'appelle les enjeux du contemporain, ce qui est une façon d'identifier le contemporain. Je pense même qu'en réalité, c'est le rapport au contemporain qui est ce à partir de quoi se prononce le contenu de la clôture. Bon. Pour pas tomber dans un historicisme. Alors, je reviens sur la fin du classisme. Parce que, si vous voulez, la position de Marx et la position également de Lénine et la position d'une partie du XXe siècle, après, explicite, c'est que c'est quasiment le corps ouvrier organisé qui est une puissance politique qui porte la contradiction avec le capital, la puissance de la destruction de l'État bourgeois et la capacité de construire un dispositif où la propriété sera abolie, où la domination sera abolie et qui conduirait à une société sans classe. C'est le corps ouvrier en tant que tel. Je vous apprends rien. Si ce n'est que c'est le corps ouvrier qui porte la contradiction capital-travail, par exemple, comme contradiction antagonique. Ça, j'en suis persuadé. Et que si vous n'avez plus cette puissance effective du corps ouvrier, la question de la contradiction capital-travail devient d'une abstraction totale. Elle n'est pas abolie, mais elle est structurelle. Je veux dire, la logique de l'exploitation, elle n'est pas du tout abolie, de l'appropriation du surtravail, etc., dans des modalités renouvelées, différentes, ce que vous voulez. Mais le point n'est pas là. Le point est que, dans la vision classiste, au sens strict, qui était commune aux socialistes et aux communistes, vous savez, j'ai toujours été frappé par le fait que jusqu'en 1939, Léon Blum emploie l'expression dictature du prolétariat. Ça circule il y a quelques... Donc si les ouvriers en tant que classe n'existent plus, l'espace effectif de l'antagonisme s'effondre, à mes yeux. L'histoire n'est plus l'histoire des luttes des classes. Parce que la séquence historique où les classes et leur lutte étaient réellement antagoniques, où les luttes antagoniques étaient opératoires, est close et bien close. Alors ça, c'est très important sur le contemporain, c'est tout à fait polémique, mais toute position est polémique en politique. C'est-à-dire, je considère qu'aujourd'hui, l'antagonisme, le communisme sont devenus des philosophèmes, des invariants structurels. Et que ceux qui disent qu'ils sont abordables et soi-disant opératoires en eux-mêmes, sans la présence de la classe ouvrière comme corps, sans aucune réalité ou appui organique du côté des ouvriers, sont dans la fiction. Du moins, ils affirment que ce sont les mots ou les mots et les actes qui portent et créent aujourd'hui l'espace prolétaire. Que
communisme, s'affronter à la police dans des manifestations, détruire les emblèmes du capital, les vitrines de banque. Alors ça serait les mots et les actes qui portent la classe. Et c'est pour ça que je dis qu'on est dans la fiction. On est dans la représentation, on est dans la fiction. Donc ce point, si vous voulez, sur la question de la clôture du classisme, qu'est-ce qui vient à être clôturé dans la clôture du classisme? C'est une question absolument ouverte et débattue, et absolument contradictoire. Et ceci accroche sur le deuxième mot de mon lexique, État, rencontré, comme je vous le disais, dans le travail sur les banlieues, qui a été ce à partir de quoi s'est approfondie cette question des formes contemporaines de l'État. Qu'est-ce que c'est que la question de l'État si on n'est plus dans l'espace de la contradiction antagonique? C'est une question d'une grande complexité et en même temps essentielle. Il y a un point qui n'est pas simplement un point d'érudition, qui n'est pas simplement un point que je considère comme essentiel, qui est que dans l'expérience de l'Union soviétique et dans l'expérience de la Chine, et j'étais en Chine et aussi dans les pays de l'Est, etc., à faire de grandes enquêtes là-dessus, il y a eu une période où la propriété privée des moyens de production a été abolie. Au travers du combinat et au travers de ce qui en Chine s'appelait la Danwei, c'est-à-dire une espèce de petit État qui combinait agriculture, industrie, santé, logement, hôpitaux, etc., etc., etc. La propriété privée des moyens de production a été abolie et il n'y avait plus de monnaie au sens d'équivalent général qui pouvait circuler. Il y avait des monnaies d'usage, mais tout à fait divisées sur l'intérieur, l'international, etc. Donc, la thèse selon laquelle l'existence de l'État est in fine basée sur la propriété privée des moyens de production, cette thèse a été démentie par l'expérience historique. Et vous avez toute une série d'ouvrages excellents là-dessus. Ce qui fait que, si vous voulez, la vision, l'approche causale de l'État, l'État est le résultat de ce fait que les contradictions, création réconciliables, ça vient de la propriété, ça vient, voilà, et si on met fin à la propriété privée, on mettra fin à l'État, cette approche est, à mon avis, close. De même que la catégorie de révolution comme fin de l'État, comme objectif ultime. Donc il y a l'État. Il y a l'État,
So what? Ça ouvre sur le point 10, qui est mon dernier point. Premièrement, une proposition sur la question de l'État aujourd'hui que j'ai proposé d'appeler l'État séparé. C'est-à-dire une rupture repérable entre le discours de l'État et le discours du pouvoir sur qui il organise, qui a connu une rupture qualitative autour des années 80, et j'appelle État séparé un État qui explicitement ne vise à organiser, à inclure, à compter qu'une partie des gens, en excluant les autres. J'avais fait tout un travail en montrant qu'autour de ces années-là, par exemple, le mot ouvrier avait disparu du lexique des hommes politiques parlementaires. C'est le Front National qui a été recherché. Donc, parler d'un pays sans ouvriers. Et l'État séparé, c'est explicitement où les jeunes, les ouvriers, les étrangers, les pauvres, en vérité relèvent du sécuritaire. Amar en parlera un moment à Marigny. Et l'État séparé, c'est l'État où explicitement, on ne compte pas, l'État n'a jamais compté tout le monde, mais la question de ce qu'il compte et de ceux avec qui il a des comptes se trouve redessinée de façon majeure. Ça, c'est une proposition sur la question de l'État aujourd'hui, mais une proposition sur ce sur quoi il faut enquêter, ce sur quoi il faut être attentif. Le deuxième point qui m'importe énormément sur le contemporain, c'est qu'est-ce qu'il en est du côté des gens ce que j'appelle les gens, pardon, on pouvait appeler le peuple, les habitants, ce que vous voulez. Quant aux formes de conscience, si ce n'est plus structuré par la question de l'antagonisme. Vous savez, dans toute la tradition politique du XXe siècle, le mot conscience, conscientiser, conscientialisation a été très important. C'était quoi? C'était en fin de compte sur la réalité des rapports sociaux de production, la réalité des situations d'oppression, la réalité des situations de domination et le fait qu'il fallait affronter l'antagonisme. Et la catégorie de conscience dans le marxisme, c'est la conscience antagonique. C'est-à-dire, il n'y a de politique que dans le rapport, la contradiction avec l'ensemble des formes sociales et politiques existantes. Donc, la puissance subjective des gens était de cet ordre-là. Si on n'a plus ces mots, si on n'a plus ce lexique, si on n'a plus cette réalité, si on n'est plus dans cette séquence,
qu'est-ce que c'est que quelque chose comme une capacité du côté des gens? Est-ce qu'il peut encore y avoir une politique de ce côté-là? La question est ouverte. Je pense qu'elle se donnera en termes absolument nouveaux. C'est pour ça que, quelquefois, on peut être un peu interrogatif ou découragé. Enfin, un peu interrogatif en disant, mais voilà, Nuit debout se cherche, tombe, à mes yeux. Les années, on va en reparler, les années 2015, 2016, 2017 sont les événements tragiques des attentats, phénomène de masse comme la première forme de réponse aux attentats, une crise des partis parlementaires, enfin ça semble, voilà. Puis il y a des restructurations dans la dernière période avec deux types parlementaires, avec Macron. Qu'est-ce que c'est qu'une politique du point des gens? Je pense, quant à moi, que ça prend des formes absolument nouvelles et qu'il faut être attentif en recherche de ces formes nouvelles. On est face à des phénomènes majoritaires. Et en apparence à une hégémonie des phénomènes majoritaires, des phénomènes parlementaires. Et ça, que ce soit en France, au Sénégal, on en parlait tout à l'heure. Donc qu'est-ce que c'est que la question de la politique si on ne peut pas partir au moins de deux, d'une opposition, un dualisme d'opposition. Structurel qui à terme devrait, qui à terme devrait rallier les consciences, etc. D'où je pense que la question de l'enquête sur la politique, aujourd'hui, doit s'ajuster aux deux, trois choses que l'on sait, peut-être, du nouveau, pour faire quelques pas. Je crois que c'est le propos du séminaire. Merci.